Bonjour, donc Jean-Claude Palmienne de la Ligue Belgique. Je vais jouer les parties et je vais aussi essayer de m'effacer le plus possible vis-à-vis des interlocuteurs qui ont la vedette pour la demi-heure qui suit. J'ai été aidé dans la préparation de cette table ronde par les organisateurs du colloque qui m'ont envoyé une série de questions à poser. Quand je les ai lues, je me suis dit qu'ils auraient pu faire le métier de journaliste parce que, ne connaissant pas très bien, je l'avoue, le thème, et agissant plutôt en curieux, je crois que j'aurais posé quasiment les mêmes. Donc je vous remercie d'avoir quand même un tout petit peu préparé le travail. Et la première de ces questions, que je vais reprendre telle quelle, si vous le permettez, c'est pour vous tous, pour vous trois, y a-t-il une différence entre les termes d'advocacy, je ne sais pas si je le prononce bien, et de lobbying? Qui commence? Je vous en prie. D'abord, merci pour l'invitation et merci pour la question. Je reprécise, donc je ne suis pas juriste et que j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et par contre, en tant que bon solvésien, la marchandisation, c'est un concept qui me parle. Voilà, mais si je plante dans les termes techniques, vous me pardonnerez. Sur la différence entre ces deux termes, bon, advocacy en français, on va avoir tendance à dire plaidoyer, en tout cas au CNCD, c'est comme ça qu'on dit. On avait tenté de développer une définition qui vaut ce qu'elle vaut avec notre équipe de plaidoyer. C'était le plaidoyer d'un processus d'action collective issu de la société civile dans le but d'influencer les décisions à partir de et en faveur d'une certaine vision de la société. Si on veut vraiment chercher une différence conceptuelle entre les deux termes, on peut se référer au fait que, évidemment, le mot lobby fait écho au lobby des hôtels, hein, au hall d'entrée des bâtiments et par extension au couloir des parlements, des ministères dans lesquels quelques agents de fédérations, par exemple d'entreprises, soufflent à l'oreille des décideurs des amendements et des politiques à suivre. Et donc il y a quand même une logique un peu de secret, de discrétion, là où advocacy porte la notion de advoc, donc donner une voix à, et plaider en faveur d'un groupe ou d'une population marginalisée. Donc voilà, on peut chercher une défense de l'intérêt plutôt particulier d'un côté, d'un intérêt général de l'autre. Après, franchement, la zone grise est assez vaste et c'est très difficile de mettre la frontière. Et donc, au-delà de la caricature qui voudrait qu'il y ait les gentils plaidoyeurs et les méchants lobbyistes, dans la vraie vie, moi, j'ai pas de problème à se dire que je fais du lobbying citoyen. Il y a un très bon bouquin là-dessus, sur plaidoyer pour un contre-lobbying citoyen. Et surtout, moi, ce que je pense qui nous différencie quand même beaucoup, c'est le côté effectivement collectif, et on l'a un peu déjà évoqué aujourd'hui, le fait que moi, l'essentiel de mon temps, il est consacré à construire des coalitions, construire des plateformes d'intérêts divers et larges, parce que plus les intérêts portés seront différents et diversifiés, plus on sera entendu, plus on a les chances de gagner. Et ça ne s'improvise pas, ça se construit, ça prend beaucoup de temps. Bah, puisqu'on tourne le micro vers moi, je ne vais pas dire beaucoup plus, sinon qu'on peut peut-être prendre l'advocacy comme un terme peut-être plus général et le lobbying comme un terme plus précis qui se veut être en contact avec des décideurs politiques et donc de changer les lois. Alors que le plaidoyer en général veut changer aussi les attitudes, les comportements, les règles internes d'un secteur entreprise par exemple, qui ne sont pas nécessairement des lois. À la limite, si on dit que advocacy c'est le terme générique, lobbying c'est plus précis au niveau politique, on peut aussi utiliser le mot campagne, faire campagne. Voilà, nous faisons pas mal de campagnes derrière les codes barres, des inégalités en chaîne, par exemple campagne d'Oxfam Magasin du Monde, et bien l'Oxfam International en général, et bien on dénonce effectivement, et on ne fait pas que demander de changer les lois, mais également de changer les comportements. Alors peut-être pour, je vais voir sur le site Corporate Europe, effectivement. L'industrie chimique, par exemple, le premier contributeur de lobby au niveau de l'Union européenne, c'est 12 millions d'euros. Shell, c'est 4,5 millions. Exxon, 4,5 millions.
Oxfam Magasin du Monde, c'est peut-être 5000. Et encore à travers, effectivement, à travers nos coalitions, nos partenariats. Par exemple, nous travaillons avec Fair Trade Advocacy Office, l'organisation de plaidoyer du commerce équitable, basée à Bruxelles. Mais effectivement, ça ne représente absolument pas ces sommes folles qui sont faites pour influencer de manière sonnante et trébuchante les lois. Merci. Oui, donc c'est vrai que moi je m'étais jamais posé la question non plus, et pourtant on fait du lobbying et on fait de ce qu'on appelle advocacy aussi, donc c'était intéressant en tout cas comme exercice. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, qu'effectivement il y a un aspect peut-être plus secret en fait du lobbying, donc j'aurais tendance à dire que c'est les discussions qu'on a avec les décideurs politiques, les députés, les membres de la Commission européenne, les représentants des États et autres. Et on ne l'écrit pas nécessairement sur les toits, donc c'est des discussions qui ont lieu behind the closed doors, pas nécessairement que dans les lobbies, dans les bureaux. Et ce qui est intéressant, en fait, du coup, quand je réfléchissais à la question, c'est qu'il y a quand même une connotation négative. Et souvent, en fait, le lobbying est associé à la représentation des intérêts plus peut-être privés et aux intérêts de l'industrie, alors qu'en fait, les ONG font aussi du lobbying, mais pour représenter les intérêts publics, la protection de l'environnement dans notre cas, ou la protection de la santé publique. Donc, mais il s'agit en fait et on ne le fait pas non plus complètement de la même manière. Non plus. Et l'advocacy, c'est vrai que ça serait alors plutôt l'exercice de campagne pour aller chercher aussi le soutien en fait du public. Oui, et la définition de la Commission européenne, justement, quand on doit déclarer nos activités de lobbying dans le registre de la transparence, c'est toutes les activités, je crois, qu'il y a comme objet principal d'influencer l'action des institutions européennes. Donc en fait, c'est une définition très large. Donc c'est tout, en fait. On considère toutes nos actions comme étant du lobbying. Merci. Vous venez justement d'évoquer les disproportions dans la force de frappe dont disposent certains lobbyistes, notamment industriels, et dont vous disposez en tant qu'ONG ou en tant qu'organisation davantage humanitaire, dirais-je, si j'ose utiliser ce terme. Est-ce que ça vous ferme des portes? Est-ce que ça présente des difficultés lorsque vous devez négocier, discuter, essayer de convaincre, par exemple, des autorités politiques? Bon, probablement, en tout cas, c'est évident qu'on ne va pas utiliser de soutien financier par rapport à des politiques. Donc, si ça se fait, c'est par des industries, etc. Mais ça, évidemment, souvent, ce n'est pas dit. Hein. Donc, comme on le disait tout à l'heure aussi, il y a aussi pas mal de lobbyistes qui font partie de l'industrie, hein, qui font partie finalement du même monde et donc qui peuvent influencer de cette manière-là. Nous, d'un autre côté, c'est vrai, comme on le disait, c'est quand même aussi une façon de faire pression, c'est des intérêts privés aussi, bon, d'une autre, bien entendu, souvent, qui essaye de contrer la philosophie générale, mainstream, actuelle du néolibéralisme. Ça, c'est une évidence, et on s'appuie à ce niveau-là, effectivement, sur les mouvements sociaux, sur notre force de frappe en termes de réseau. Nous, on est un mouvement de citoyens, par exemple, donc effectivement, on est par nos coalitions, comme on l'a dit, donc le fait d'avoir cette action sur le terrain, d'avoir cette reconnaissance du public, d'avoir un peu ce label propre, hein, et en tout cas non financier, c'est certainement quelque chose qu'on oppose aux lobbies qui sont plutôt financiers. Merci. Ouais. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, éventuellement sur la question effectivement de la différence de moyens, de ressources humaines et financières. D'abord, quand même, toujours utile de rappeler le chiffre. Hein. C'est un chiffre cité par le Parlement européen lui-même. On estime entre 15 000 et 20 000 lobbyistes à Bruxelles. Et c'est un chiffre qui date de 2008, donc ça a probablement 25 000 là, sur le site. Voilà. Bruxelles est la deuxième place de lobbying au monde après Washington DC. Parenthèse que je trouve toujours intéressante à rappeler, c'est que, j'imagine que ce n'est pas ici que je dois faire un plaidoyer là-dessus, mais c'est un argument qui est toujours utile peut-être à avoir en tête dans les prochains jours,
Si certains vous disent que ça ne vaut peut-être pas la peine de voter aux élections européennes ou qu'on ne voit pas trop à quoi ça sert, si les lobbyistes sont là, c'est bien que c'est là qu'est le pouvoir, parce qu'en général, ils ne sont pas là pour se tourner les pouces. Si on prend l'exemple du secteur financier et bancaire, qui est quand même un cas d'école où là, il y a quand même très clairement un intérêt corporatiste des banquiers versus un intérêt général à une régulation plus grande pour éviter des crises comme celle qu'on a connue en 2008. C'était aussi CEO qui avait évalué que les dépenses annuelles du secteur financier en lobbying étaient de 120 millions d'euros. C'est-à-dire 30 fois plus de 30 fois plus que les quelques organisations qui essaient de défendre l'intérêt général et la régulation financière. Ce rapport de 1 à 30, très concrètement, il se traduit comment? Et pour répondre à la question du est-ce que c'est un obstacle pour gagner, assez clairement, moi, à la limite, je trouve qu'on ne peut même pas forcément en vouloir à certains décideurs qui vont avoir, concrètement, s'ils acceptent tous les rendez-vous, ça veut dire 30 personnes qui passent dans votre bureau qui vous disent A, et éventuellement une qui va passer dans votre bureau vous dire B. Et donc, même de bonne foi, on peut considérer que celui qui dit B est un fou. Parce que les 31 sont des professionnels qui ont construit une argumentation très sérieuse, et donc forcément, celles que vous allez entendre de la majorité vont potentiellement vous paraître plus légitimes. Et donc là, il y a une grosse différence, et heureusement, par exemple, si on prend le Parlement européen, tous les députés européens n'ont vraiment pas la même attitude par rapport aux lobbyistes. Certains prennent les amendements de l'industrie, éventuellement même sans les lire, et les déposent, et d'autres refusent de passer leur journée à rencontrer des lobbyistes de l'industrie. Donc là, il y a des grosses différences. Un dernier élément, c'est un de ceux sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, c'est le TTIP, mais ça a été documenté pour d'autres accords de commerce. Il a été évalué que sur les 560 rencontres de la Commission avec des groupes d'intérêt avant le lancement des négociations en 2013, 92% étaient avec des intérêts privés d'entreprise. 92%. Le reste étant divisé entre syndicats, associations de consommateurs, ONG, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que malgré ça, le rêve de Carole de Gucht en 2013, qui était de conclure les négociations avant 2016, parce qu'on sait que les élections de 2016 aux États-Unis, comme toutes les élections de grande ampleur dans ce type de négociation, est assez peu compatible avec le fait de conclure ces négociations. Ils voulaient conclure avant. Si on a collectivement réussi à l'empêcher, c'est bien la démonstration que peut-être qu'ils ont plus d'argent, mais que parfois on a plus de gens. Madame Berthier. Oui, il y a un déséquilibre, ça c'est évident, en termes de moyens financiers, en termes de capacité, en termes de staff. Moi je sais que c'est vraiment la comparaison et illustre bien cette différence. Par exemple, si on prend l'association qui représente l'industrie des produits chimiques, SAFIC, qui est une association quand même très importante et qui représente donc toutes les compagnies qui produisent des produits chimiques, et qui sont présentes sur tous les dossiers qu'on suit, que ce soit au Parlement européen, avec la Commission européenne, etc., qui ont une armada de juristes, mais aussi de scientifiques, etc. Bon, nous, au sein de notre ONG, on a 2 personnes qui travaillent sur les produits chimiques. Donc voilà, donc évidemment il y a d'autres ONG, on travaille avec d'autres ONG, mais il n'y a pas plus de juristes. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a 2 juristes dans la communauté ONG, en tout cas des ONG qui ont leur siège à Bruxelles, et les autres ne sont pas des juristes. Donc voilà, c'est assez aussi... moi je me souviens quand le règlement en matière d'accès aux documents qui sont détenus par les institutions européennes était en train d'être révisé, la Banque européenne d'investissement avait 5 personnes, donc 5 staffs qui en fait allaient faire du lobbying auprès des députés européens pour influencer le texte du règlement. Bon, du côté des ONG, il y avait moi et Greenpeace International et Accessing for Europe qui m'aidaient côté campagne et côté... Donc voilà, donc c'est très disproportionné. Il suffit aussi de regarder le registre de la transparence où les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais là-dessus, donc ça c'est un fait, mais ce que je voulais dire c'est que l'influence de l'industrie, elle est limite plus pernicieuse en fait. Donc évidemment que la capacité n'est pas la même en termes de lobbying, mais là où on est vraiment devancé, je pense, c'est que l'industrie a une influence déjà avant que n'importe quelle loi soit adoptée ou même discutée, dans le sens où ils ont réussi en fait à faire en sorte que c'est eux qui décident de l'agenda
politique, c'est eux qui décident du programme limite politique des décideurs politiques, et c'est là qu'ils ont une avance énorme sur nous, et c'est là que justement il y a un problème au niveau de la protection de l'environnement, c'est que avant même qu'une loi soit débattue ou qu'il y ait une proposition législative, on part perdant, enfin on part avec du retard par rapport à l'influence que l'industrie a pu avoir avant même le début de l'idée de faire une proposition législative. Donc je pense que c'est aussi cette influence aussi qu'il faut prendre en compte, et pas que le lobbying comme on l'entend de manière classique, à savoir aller proposer des amendements et influencer une loi qui est en train d'être discutée. Merci. Vous avez parlé de l'action de vos juristes, même s'ils sont moins nombreux que dans d'autres regroupements. Ça veut dire sans doute que le droit fait largement partie de vos activités, mais pour vous, c'est quoi exactement le droit? C'est un moyen de persuasion, c'est une arme de pression, c'est une façon d'obtenir éventuellement des sanctions lorsque votre cause est contrecarrée par, je ne sais pas, un adversaire politique ou un adversaire économique. Comment vous utilisez cette arme-là pour faire avancer vos causes, pour faire triompher éventuellement, en ayant recours à la justice, les causes que vous défendez? Je vous repose peut-être tout de suite la question. Oui, d'accord. En fait, Clear Hunter, c'est une ONG qui est un peu différente des autres ONG environnementales dans la mesure où elle se distingue de Greenpeace, WWF ou les autres, puisqu'elle est composée presque exclusivement de juristes et d'avocats. Donc le droit, c'est véritablement en fait notre outil de travail. Donc c'est ça qui fait la différence avec d'autres ONG. Et d'ailleurs, on soutient les autres ONG qui n'ont pas de juristes en leur apportant cette expertise juridique qu'ils n'ont pas nécessairement. Donc nous, c'est notre outil de travail, mais c'est aussi pas vraiment une fin en soi, mais on essaye de créer du droit, de créer des précédents, d'obtenir des décisions de justice, et à terme, en espérant que ça a un impact sur le réel et sur l'environnement, ce qui est à terme. Et donc on se rend compte en fait qu'en tant que juriste, on est très content quand on gagne une affaire et quand on a une décision, mais finalement on gagne des affaires, on obtient des décisions et on crée de la jurisprudence. L'étape d'après, c'est effectivement que l'impact soit sur le réel et sur l'environnement. Vous pourriez citer un exemple concret, par exemple, d'avancée que vous avez pu obtenir grâce à la manière dont vous avez travaillé? Par exemple, en matière de qualité de l'air, donc on a introduit des affaires dans au moins 9 pays différents devant les tribunaux, notamment en Allemagne et devant la Cour fédérale, et on a obtenu en fait une décision qui autorise les Länder et les villes à interdire le diesel. Et donc là, on a eu un impact, en tout cas on a contribué à obtenir des décisions de justice et des décisions politiques qui ont interdit l'utilisation du diesel dans 14 villes d'ici septembre 2019, en tout cas le diesel tel que les voitures diesel telles que vendues, je crois, avant 2015. Donc voilà, donc ça c'est un des exemples, il y en a d'autres. Et quant à vous, messieurs, qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos-là? L'arme du droit, c'est quoi pour vous? C'est une question qui m'a beaucoup inspiré. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long, mais d'abord je suis retombé sur deux citations qui peut-être illustraient un peu les deux visions du droit qui ont été évoquées aujourd'hui. D'une part, j'ai pas réussi à trouver la source, j'ai juste vu cette citation qui tournait sur Internet, qui disait, c'est un peu trash, voilà, l'apartheid était légal, l'Holocauste était légal, l'esclavage était légal, la colonisation était légale. L'égalité est une question de pouvoir, pas de justice. Et en même temps, quelque chose de plus ancien, je suis tombé sur quelque chose qui était écrit en 1936 à la Société des Nations, qui dit « J'obéis aujourd'hui à cette nécessité morale à laquelle je ne puis résister, la défense du droit, le droit que je ne sépare pas de la paix, le droit sans lequel rien de durable ne sera établi, le droit qui est ma religion, ma profession, le seul pain dont je veuille me nourrir. » Et c'est signé Henri Rollin, qui était professeur de droit, sénateur, qui a participé aux travaux préparatoires de la création de l'ESDN et qui était mon arrière-grand-père. Donc du coup, ça me... Voilà, je suis assez convaincu par ces deux approches qui sont quand même pas faciles à réconcilier. En tant que CNCD 1111, le droit c'est assez central. Pendant très longtemps, notre logo, il y avait une baseline en dessous qui disait « Un combat de plein droit ». Donc les populations dans les pays dits en développement qu'on défend, c'est avant tout avec une approche
une approche droit. Et dans le sujet que moi je traite depuis 8 ans, la question centrale, et je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est les droits de qui est-ce qu'on défend dans le système international aujourd'hui. On a tout ce système de tribunaux d'arbitrage, je ne vais pas revenir sur les détails, qui est conçu comme, enfin je veux dire, les traités bilatéraux dont on parle, c'est des traités bilatéraux de protection des investissements. Donc là, ça c'est du droit qui protège les investissements des firmes transnationales. On n'a pas des traités bilatéraux de protection des droits humains face aux multinationales. Et donc, quand Nicolas Hulot démissionne en septembre 2018 du gouvernement français et qui demande qui gouverne aujourd'hui, est-ce que ce sont les élus ou les lobbies, ce qu'on a peut-être moins entendu, c'est que dans la semaine qui a suivi, le journal Le Monde révèle un document confidentiel qui montre qu'une entreprise pétrolière canadienne a menacé le gouvernement français de lancer une procédure d'arbitrage et d'adopter la loi Hulot sur les hydrocarbures fin 2017. Cette loi a été vidée de son contenu suite à cette menace. Et donc on voit que pour une société transnationale, il suffit d'une menace de recourir à un tribunal qui lui est dédié pour faire reculer le bien commun, alors que les victimes du Rana Plaza ou encore de Texaco Chevron en Équateur, eux mettent des dizaines d'années pour obtenir une condamnation, une réparation, et souvent n'obtiennent rien. Cette question du droit, là, elle est assez centrale dans notre action, et je vais conclure sur le fait que l'outil judiciaire, nous, on l'utilise à ce stade assez peu, mais dans les réseaux, parce qu'effectivement, Clienters, on l'a dit, est spécialisé là-dedans, et donc il y a d'autres ONG dans nos réseaux qui font ça à peu près full-time. Et un exemple que j'ai trouvé très intéressant, justement sur le Rana Plaza, sur l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013, c'est 3 associations françaises qui ont entamé une démarche en justice contre Auchan. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, le droit international, je viens de le dire, aujourd'hui ne donne aucun droit aux victimes du Rana Plaza vis-à-vis d'Auchan directement. Donc, ils ont dû trouver une base, et ils sont basés sur le droit des consommateurs et une accusation de publicité mensongère. Puisque Auchan, comme plein d'entreprises, a des rapports de responsabilité sociale des entreprises où ils expliquent tout ce qu'ils font de formidable pour le bien-être de leurs travailleurs. Et ça entrait en contradiction directe avec les nécessités de base de santé et de sécurité qui n'étaient pas respectées dans les usines au Bangladesh. Cette procédure, à ma connaissance, elle est toujours en cours et franchement, elle a assez peu de chances d'aboutir. Et donc là, on a un cas où le strategic litigation, il n'est même pas tellement pour gagner le procès. Il est surtout utilisé d'une part pour justement démontrer les lacunes de la loi et promouvoir le besoin d'une législation sur le devoir de vigilance des multinationales par rapport à leur chaîne d'approvisionnement, d'une part, et d'autre part pour faire du bruit et faire du name and shame par rapport à Auchan. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche, puisque en 2017, ils ont obtenu une loi pionnière à l'échelle internationale en France sur le devoir de vigilance des multinationales, qui est en train de faire des petits un peu partout en Europe. Et ils ont aussi obtenu qu'Auchan indemnise des victimes, pas suite à une condamnation, mais suite à une pression publique. Ben oui, c'est marrant parce que l'exemple utilisé nous parle beaucoup parce qu'on fait partie de HACT, c'est-à-dire la campagne pour un vêtement propre. Et à ce titre, on a aussi participé avec la campagne pour un vêtement propre à l'Assemblée générale de H&M, cette fois-ci, qui s'était engagée à indemniser les victimes donc, de même catastrophe Rana Plaza et qui n'avait rien fait. Donc on a proposé à l'Assemblée... Ils ont proposé à l'Assemblée générale de transformer les dividendes en création d'un fonds pour les victimes. Mais évidemment, on ne pensait pas nécessairement qu'ils accepteraient. Donc, en tout cas, c'est utilisé aussi, pas le droit directement, mais en tout cas, le fait d'utiliser la parole qui a été donnée à un moment donné dans des contextes bien précis. Hein, le Rana Plaza, donc il a fallu aller voir sur les gravats, les étiquettes des prestataires, des entreprises, des donneurs d'ordre, donc pour savoir qui finalement était derrière les vêtements qui étaient produits par les ouvrières. Et alors pour revenir au début, mais c'est vrai que nous, on n'est pas directement impliqués dans des attaques ou des poursuites judiciaires, etc. Mais effectivement, d'une part, on pense, notre objet social, c'est atteindre plus ou la justice économique et sociale, parce qu'on pense que ce sont des décisions politiques et économiques qui sont la cause des inégalités. C'est une mauvaise chose, on a pris les mauvaises décisions, mais c'est aussi une bonne chose, on a donc un levier d'action, parce que si on prend d'autres décisions, on peut améliorer les choses. Et on fait ça. Comment ? En
on l'a dit finalement, Manuela Cardelli l'a dit tout à l'heure, en faisant un travail d'éducation, en dénonçant d'abord les inégalités, en faisant un travail d'éducation, en proposant des alternatives, le commerce équitable dans notre cas, et en mobilisant, en faisant du plaidoyer. Donc effectivement, à ce niveau-là, on a quand même une volonté, effectivement, de nous adresser aux politiques pour changer les lois. On s'adresse aux politiques au niveau local, dans les communes. Il y a la campagne des communes du commerce équitable, la campagne hospitalière. Ben, le but, c'est à ce niveau-là aussi de faire la loi ou de faire le droit par des règlements, etc., qui sont ouverts soit au commerce éthique. Je fais une petite parenthèse, on doit faire des labels pour le commerce éthique, et on n'a pas de label, on doit prouver pour le commerce non éthique. C'est quand même le monde à l'envers. Au niveau fédéral, on fait partie d'un intergroupe parlementaire qu'on a initié à la suite du petit déjeuner du Parlement belge. Et là, effectivement, quelques petits succès, c'est dans la loi sur les achats éthiques en matière donc, de textile à nouveau. C'est entre le fait de plaider pour la mise en œuvre de la directive entreprise et droits de l'homme que la Belgique doit toujours faire, qui est la dernière d'ailleurs à ne pas encore l'avoir fait. Et ensuite, au niveau européen, donc, la directive aussi pour le devoir de vigilance, c'est quelque chose sur lequel on milite énormément. Donc, et alors, enfin, effectivement, tout comme les autres, Oxfam International et Oxfam en général, Magasin du Monde est basé sur des droits, le droit de s'exprimer, le droit de se prémunir contre les catastrophes, le droit de subsistance, etc. Donc, ce sont des associations basées sur les droits, et évidemment les droits humains en particulier. Je vous en prie. Nous, on voit aussi clairement que l'utilisation du droit par une ONG, ça apporte vraiment de la crédibilité en fait, à l'ONG par rapport aux décideurs politiques, que ce soit la Commission européenne, les institutions européennes ou les autorités nationales. C'est très important de voir qu'on peut parler le même langage, en fait, dans la mesure où c'est eux qu'on essaye d'influencer. Donc, autant parler la même langue. Et c'est ça aussi, en fait, qui fait qu'on n'est pas à égalité avec l'industrie. C'est que il y a un moment où les ONG qui n'ont pas de juristes ne peuvent plus participer au dialogue ou ne peuvent plus participer à la discussion. Et là, on voit en fait la limite, en fait, malheureusement, de l'influence qu'on peut avoir dans le débat, dans la discussion, et après une influence concrète dans les décisions de loi, de règlement ou quelques types de décisions que ce soit. Donc, et que le droit n'est pas utilisé seulement donc, en faisant de la strategic litigation qu'on fait aussi, mais évidemment donc, dans toutes nos activités, que ce soit l'advocacy, le lobbying, la rédaction d'amendements, la rédaction de propositions de directives. Et donc là, c'est là qu'on rejoint l'industrie, en fait, et qu'on apprend d'eux, finalement. Oui. Oui, désolé, du coup, ça me fait penser aussi à quelque chose. C'est qu'un point important, c'est qu'on ne croit pas aux initiatives privées. Beaucoup d'industries disent non, laissez-nous faire, on va régler notre secteur, l'huile de palme, bien sûr, on va tout régler, et on croit à l'intervention de l'État. On croit que c'est absolument nécessaire pour pouvoir influer. On le voit éventuellement, et on le voit par exemple pour les taxations, les impôts, quoi. Il n'y a rien d'illégal d'aller mettre son argent peut-être aux îles Caïmans, enfin, ça vous de me dire si c'est illégal ou pas, mais c'est non éthique, et donc à un moment donné, il faut que l'État puisse intervenir pour rendre ça illégal si ça ne l'est pas, parce que c'est évidemment scandaleux d'aller pointer du doigt le petit chômeur ou travailleur en noir, etc., et de ne pas voir les millions qui sont détournés dans le cadre d'évasion fiscale. Je suis désolé, mais ça m'a aussi fait penser. C'est le principe du jeu. On ne savait plus quoi répondre aux autres. On est en train de s'offrir un deuxième tour. Non, mais justement, ce point de l'expertise juridique, très franchement, je reviens au sujet qui m'occupe une bonne partie du temps, c'est ce sujet spécifique de l'arbitrage entre investisseurs et État. Effectivement, on souffre d'un déficit d'expertise pointu sur le sujet, dans le sens où, personnellement, les travaux que j'ai lus qui m'ont le plus convaincu et alimenté sur le sujet sont les travaux de quelques rares académiques dans le monde qui ont la particularité d'être
d'avoir choisi ce sujet comme un de leurs sujets de travail académique principaux, tout en n'étant pas eux-mêmes impliqués dans cette industrie. Et je parle de nouveau spécifiquement, pas de l'arbitrage commercial en général, mais spécifiquement de l'arbitrage investisseur-État, tout en étant eux-mêmes pas arbitres ou avocats dans ces tribunaux. Et donc là, parce qu'il y a tout un petit monde de l'arbitrage, on parlait tout à l'heure de l'effet club, hein, il y a un club d'arbitres et d'avocats d'affaires qui sont spécialisés dans ces tribunaux et qui sont certains en même temps professeurs d'université, on en a quelques-uns en Belgique. Et souvent, dans le débat public, quand on veut trouver un expert indépendant du sujet, par exemple au cœur de la crise CETA, on va appeler, certains, je ne vais pas citer le nom ici, mais il y en a 2-3 qui sont coutumiers du fait, qui vont commenter publiquement, en tant que professeur d'université, le fait que ce système ne pose aucun problème et que tout va bien, dormez bien, bonnes gens. Et on oublie de préciser que, par ailleurs, ces gens travaillent et bénéficient financièrement de cette industrie de l'arbitrage. Je parle à dessein de l'industrie de l'arbitrage, ça a été documenté, c'est une industrie qui brasse des millions, voire des milliards. Et du coup, il ne s'agit pas de discréditer et de refuser à ces gens leur droit de s'exprimer, mais bien d'informer du potentiel conflit d'intérêts qui existe quand ils s'expriment et qu'on sache d'où les gens parlent. Et à contrario, je le disais, je connais, pour travailler sur le sujet depuis 8 ans, je pourrais citer 3 ou 4 universitaires dans le monde qui n'ont pas ce conflit d'intérêts et qui sont universitaires sans être en même temps dans ce système ISDS. Et j'en connais pas en Belgique. Voilà. Et donc, quand les médias veulent un point de vue académique, neutre, expert sur le sujet, ils vont appeler toujours des gens qui, pour moi, ne sont pas tout à fait neutres. Et donc, je ne pouvais pas ne pas prendre l'occasion pour lancer un appel. On ne sait jamais que ça donne des idées et que vous trouviez des étudiants à qui ça pourrait susciter des vocations. Alors, parmi les questions qu'on m'a suggérées, il y en a une qui est libellée de façon très précise et que je vais donc lire telle qu'elle. La montée en puissance des réseaux sociaux semble avoir contribué à la fois à permettre une meilleure coordination de la société civile et à assurer une plus grande visibilité de ses actions. La question qui vous est posée, et que je pose en relayant celui qui en est l'auteur, celui ou celle qui en est l'auteur, avez-vous l'impression que cette évolution vous a donné davantage de crédit, davantage d'importance, notamment auprès des décideurs? Qui commence? Autrement dit, est-ce que les réseaux sociaux sont pour vous un outil extrêmement utile, important, qui vous a boosté ou non? Peut-être juste un élément, évidemment c'est une nouvelle réalité qu'il faut prendre en compte. Un exemple que je cite souvent, c'est le 20 septembre 2016, on organise une manifestation type Stop CETA, rue de la Loire, on était 15 000. Ce qui à l'époque était beaucoup, depuis les chiffres s'envolent. Et on travaille toute la nuit pour sortir une vidéo de la mobilisation le lendemain matin, et elle fait 200 000 vues. C'est à ce jour la vidéo la plus vue de l'histoire du CNCD en 1111. Et donc, à la limite, les 200 000 vues sont presque plus importants que les 15 000 personnes présentes. Donc voilà, il faut prendre en compte le fait que notre influence et notre démonstration de force, elle passe aussi par ces chiffres-là et pas seulement par ce dont on avait l'habitude, le nombre de gens qu'on peut mobiliser par des canaux peut-être plus classiques. Un autre élément que ça m'a inspiré sur les réseaux sociaux, c'est quand même qu'il y a un outil que je trouve personnellement hyper sous-utilisé en Belgique, qui offre une nouvelle capacité d'interpellation politique et de faire pression et d'obtenir des victoires, c'est Twitter. Ça commence, mais on n'a quand même pas beaucoup sur Twitter, c'est quand même essentiellement un réseau où il y a en gros des journalistes, des politiques, quelques experts. Le grand public n'y est pas vraiment, et pourtant, je sais que par exemple en Espagne, voilà, les gens qui font le même genre de boulot que nous, ils font un tweet qui interpelle un ministre, ils ont 20 000 retweets derrière, bah, ça fout la pression, quoi. Et c'est quand même vachement plus facile que d'organiser une manif. Ce qui met 6 mois, 1 an, voire plus. Et donc, un exemple par rapport à ça, je parlais de la négociation à l'ONU d'un traité de protection des droits humains. Très concrètement, 2015, premier cycle de négociation à Genève pour ce traité, la Belgique n'y participe pas. Il a suffi d'un tweet, une photo d'une chaise vide avec le flag Belgique dessus, qui interpellait Didier Reynders, pourquoi vous n'êtes pas là? Et ce que je n'avais jamais vu avant, il a répondu dans l'heure. Alors que d'habitude, il ne tweet que sur la météo. Donc ça montre quand même que cette image de la chaise vide, voilà, l'image forte, pourquoi est-ce que la Belgique se donne tellement de mal à négocier le CETA, TTIP et tout ça, et quand il s'agit de négocier pour protéger les droits humains, elle n'est même pas là. Bah ça, on a une réponse tout de suite. Et bon, un tweet et une photo, c'était pas trop de travail. Donc là, ça induit une nouvelle
peut-être un nouveau rapport coût-bénéfice dans les outils d'interpellation. Oui, voilà, pas non plus... nous, Oxfam Magasin du Monde, je ne trouve pas extraordinaire en termes de l'utilisation du modèle digital, mais à nouveau... Enfin, la vidéo qui a le mieux fonctionné chez nous, c'est une vidéo de l'agent Verhagen. Donc, parfois, ce que je veux dire, c'est que ça pose aussi question, finalement, sur quel est l'intérêt, ou du compte, des gens, et de qu'est-ce qui marche, etc. Donc, mais bon, voilà, c'est ça, c'est important. Et par rapport à Oxfam, en général... C'est un peu le sentiment que donc, Oxfam International veut créer ce qu'il appelle un Worldwide Influencing Network, donc un réseau d'influence mondiale, effectivement, qui passe par la digitalisation. C'est certain que, voilà, maintenant, quelque chose qui... Le grand rapport d'Oxfam sur les inégalités qui démontre qu'il y a autant de... Quelques riches possèdent autant que la moitié la plus pauvre du monde, que les richesses sont à 90% possédées par 1% de la population les plus riches. Ça, c'est sûr que du jour au lendemain... ça passe sur la toile et c'est propagé partout, ce qui demande beaucoup de coordination du coup aussi dans les campagnes, puisque du coup on ne peut pas se permettre d'une campagne qui va de toute façon être uniquement belge si demain il y a une campagne internationale. Je vous l'ai dit, donc campagne... Network, ouais, voilà. Oui, c'est l'idée que auparavant, hein, voilà, les ONG fonctionnaient aussi beaucoup en disant voilà, on va financer des projets dans le Sud. Et donc maintenant, c'est aussi cette digitalisation, c'est aussi le sentiment qu'il faut amener la bonne information au bon moment, au bon endroit. Et ça passe effectivement par une circulation de cette information. Finalement, ce que Michel raconte avec Didier Reynders, ben, ce n'est que ça. Ce n'est pas là la connaissance proprement dite, mais enfin, c'est à un moment donné la bonne information au bon endroit pour faire bouger les choses. Effectivement, ce qu'on veut de toute façon, au bout du compte, que ce soit l'agent Verhagen ou Didier Reynders, c'est que les choses changent de notre point de vue. Oui, alors je ne suis pas experte dans l'utilisation des réseaux sociaux, mais je pense que l'organisation les utilise et chaque juriste aussi, je pense, à son compte Twitter. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas se permettre de ne pas être sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression. J'ai aussi l'impression que c'est utile si on essaye d'attirer l'attention du public ou effectivement donc, de poser une question sur un sujet précis à un moment. Mais nous, en tout cas, dans notre travail, j'ai l'impression qu'on a plus d'impact et on a plus de réponses des décideurs politiques quand on a un article en fait, dans un média classique, en fait. Que ce soit The Guardian ou le Times, et généralement on a une réaction assez rapide ou une proposition de rendez-vous suite à un article qui est publié dans un journal, pas forcément après avoir tweeté, voilà. Oui, peut-être encore, c'est sûr que pour les multinationales, par exemple, faire les pressions, etc., tout ce qui est communication et la communication rapide à grande échelle, ce sont évidemment des choses qui sont importantes pour influer sur leur comportement. Peut-être aussi, juste un point, c'est on change quand même de militantisme. Hein, donc nous, on est basé sur un réseau de citoyens qui a plus de 40 ans. Donc ce n'est pas le même bénévolat il y a 40 ans que maintenant. Donc ça, il faut absolument, par contre, tenir compte que la manière pour les gens de s'engager, les outils qui sont utilisés sont ceux de la digitalisation. Merci. On vient de me signaler qu'il restait 5 minutes de discussion. Alors je vous propose peut-être à l'un ou l'autre d'entre vous de poser sa question, parce que vous êtes aussi, évidemment, j'imagine, intéressé par le sujet.